Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois des têtes que je connais bien. Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité et notamment en expatriation fiscale. Alors, beaucoup sur Israël, mais c'est une destination parmi d'autres. Et on voit des sujets un peu similaires. Alors, la retraite, c'est un aspect intéressant parce que par rapport aux destinations que nous avons l'habitude de gérer, en Israël, on a deux typologies de personnes qui partent, soit des retraités, soit des actifs avec enfants. Les jeunes, nous, par définition, on ne les voit pas passer. Je pense que Nathaniel non plus, parce qu'ils ont moins de sujets d'argent ou de flux financiers. Et Je les vois passer pour leur entreprise, voilà, voilà. la vie active. Voilà, mais le Français qui va en Israël est généralement soit un retraité, soit une personne qui fait son allié avec ses enfants, souvent des enfants bas âge ou adolescents. C'est un peu la typologie. Alors, l'aspect retraite est extrêmement important parce que je vous rappelle que en Israël et entre la France et Israël, on a une problématique qui est un peu différente de ce qu'on voit dans les autres pays. Ça veut dire que on confond souvent la nationalité et la résidence fiscale du fait du droit au retour. Donc, on se trouve dans une situation où les personnes vont demander la nationalité grâce au droit au retour, vont avoir la nationalité israélienne, implicitement, mais même explicitement, la résidence fiscale israélienne. Alors que moi, côté français, on ne réfléchit, ou même Nathaniel, côté israélien, normalement, on ne réfléchit jamais au regard de la nationalité. Ça brouille un peu les pistes. Ce n'est pas une notion importante pour nous. Ce qui prime, c'est la notion de résidence fiscale. Et c'est notamment important, et je vais commencer juste par ça, et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand des personnes vont vivre en Israël, ils vont demander à bénéficier du régime Oler Hadash et donc de l'ALIA. Et en Israël, donc pendant 10 ans, ils sont non imposables. Ce qui nous donne aujourd'hui une jurisprudence et on reste dans l'attente d'une décision du Conseil d'État parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a une décision tribunal administratif de Toulouse qui nous a dit en 2021 si, alors le cas qui était concerné, c'est pour ça que je parle des retraités, c'était un couple de retraités qui n'avaient que des revenus de source française, que de la retraite. Alors moi, j'ai aujourd'hui deux cas comparables devant les tribunaux et le tribunal administratif de Toulouse dit quoi? Dit au regard du régime de l'ALIA, de l'article 4 de la Convention fiscale, je considère que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de la protection de la résidence fiscale et donc je considère que le régime de l'ALIA ne leur est pas applicable parce qu'il y a effectivement un truc un peu bizarre dans la convention fiscale franco-israélienne, alors qui s'explique parce qu'on est remonté à l'étymologie, c'est-à-dire qu'au départ, ça concernait les diplomates et ça a été bizarrement étendu. On explique que pour bénéficier de la convention fiscale franco-israélienne, il faut être résident et on entend par résident ceux qui en sont imposés en Israël sur leurs revenus mondiaux. Or, si vous êtes dans le régime de l'ALIA, vous n'êtes pas imposé sur vos revenus mondiaux. Donc, le tribunal administratif dit eh ben, je considère que vous avez beau vivre en Israël depuis des années, vous êtes quand même redevable de l'impôt en France. Et puis, on a la Cour administrative d'appel de Toulouse qui vient derrière et qui dit non, c'est une faculté d'imposition. Donc, je ne prends pas et je ne tiens pas compte du raisonnement du tribunal administratif de Toulouse et je casse et je considère qu'on peut bénéficier de la protection. Tout de suite, bon, d'abord, bonjour à tous. Moi, c'est Nathaniel Drey. Je suis donc associé au cabinet Drey et Natco. C'est un cabinet qu'on a récemment fusionné avec Nathaniel Cohen, qui s'excuse par son absence aujourd'hui, mais il a eu un empêchement. Donc, nous, on a un cabinet d'expertise comptable et fiscalité en Israël, basé à Jérusalem et Tel Aviv. Et on se spécialise dans l'axe France-Israël, justement pour accompagner les Français qui habitent en Israël ou bien les Israéliens qui ont une activité économique en Israël. Donc, dans le vif du sujet, j'ai pris quelques notes personnelles, donc je vais juste changer ici. Et
techniquement, on va pouvoir enchaîner directement. Donc, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Georges au préalable. C'est que tout d'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on va parler de l'obligation déclarative de la retraite française ou étrangère perçue en Israël pour un résident fiscal israélien, c'est-à-dire une personne qui va se trouver pendant les 10 ans de sa alia ou après les 10 ans de sa alia, mais qui répond aux critères de résidence fiscale en Israël. Je les rappelle très rapidement, même si la plupart des gens les connaissent. Pour être résident fiscal en Israël, il faut être présent plus de 183 jours par an. Donc, c'est 6 mois et 1 jour. Ça, c'est la première option. Deuxième option, on peut être présent en Israël 425 jours répartis sur 3 ans. C'est-à-dire que c'est une moyenne de 142 jours à peu près par an. Et la condition, c'est d'avoir fait 30 jours au moins en Israël dans l'année en cours. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Georges, effectivement, la citoyenneté, pour nous, elle n'est pas très importante. Ce qu'on va regarder, c'est la résidence fiscale ou de quel pays la personne est résidente fiscale. Souvent, par le passé, il y a eu des personnes qui ont pris la nationalité israélienne, mais qui ne sont pas venues réellement habiter en Israël pour 1001 raisons. Et par conséquent, ces personnes-là restent redevables de leur déclaration pour les revenus en tant que de retraite. Ils doivent continuer à les déclarer en France, tant bien même ils possèdent la nationalité israélienne. Donc, passer cette petite parenthèse sur la résidence fiscale en Israël, en admettant que la personne est donc résidente fiscale, maintenant on va se poser la question quand cette retraite doit être déclarée, de quelle manière et quelle est l'imposition sur cette retraite. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre que la retraite, ça fait partie d'une catégorie de revenus que l'on appelle les revenus passifs. C'est-à-dire que ce sont des revenus qui ne demandent pas une implication active de la personne au quotidien. D'autres types de revenus passifs, ça peut être des loyers, ça peut être des dividendes, des intérêts sur des produits bancaires. Typiquement, tout type de revenus que vous allez avoir en catégorie passive, pendant les 10 premières années qui suivent votre date d'Alia, vous allez avoir une exemption de déclaration en Israël, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer de l'impôt dessus, mais également de les déclarer. Donc, il y a à la fois une exemption de déclaration et une exonération fiscale. Je profite également de dire qu'en ce moment même, il y a un projet de loi en Israël qui vise à annuler l'exemption déclarative, c'est-à-dire que la personne va continuer à avoir une exonération fiscale sur ses revenus pendant 10 ans. Par contre, il va être obligé de déclarer ses revenus de source étrangère. C'est un projet de loi. On en reparlera si besoin, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, ça n'a pas encore été voté. Il y a de fortes chances pour que ça le soit cette fois-ci. C'est un projet qui serait là dans les tuyaux depuis pas mal d'années. Et apparemment, cette fois-ci, ça risque de passer. Donc, en Israël, pendant les 10 premières années, on n'est pas obligé de déclarer ses revenus de source étrangère, des revenus passifs de source étrangère. Toutefois, là, j'aurais bien aimé que Georges soit là parce que ça m'aurait permis de rebondir là-dessus. Mais effectivement, au vu de la décision qui a été rendue par le tribunal de Toulouse, effectivement, dans certains cas, on va recommander de déclarer toutefois la retraite selon le système israélien. Un petit peu pour ceux qui étaient présents au dernier webinaire sur les loyers, eh bien, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'en Israël, on va pouvoir déclarer une retraite tant bien même on se trouve dans les 10 premières années qui suivent sa alia, parce que d'un point de vue technique, l'article qui permet de ne pas déclarer les revenus de source étrangère, c'est l'article 14 du Code général des impôts en Israël. Et cet article permet, de manière volontaire, à une personne, un Oleh Hadash, de déclarer ses revenus tout de même en Israël et donc de choisir de s'appliquer personnellement le système d'imposition israélien, tant bien même il aurait pu de base bénéficier des 10 années d'exemption. Donc, cette déclaration volontaire permet parfois, effectivement, de bénéficier tout de même du régime de l'ALIA et donc peut coincer, entre guillemets, la position française qui consisterait à dire que le régime de l'ALIA la convention fiscale entre la France et Israël est une convention de non-double imposition et elle n'accorde pas une double exonération. Et ça, c'est un petit peu technique. Je laisserai Georges en parler par la suite, mais enfin, sachez que nous, on fait souvent des déclarations pour les personnes qui se trouvent toutefois tout de même dans leurs 10 ans. Ça permet vraiment de fermer tous les angles possibles vis-à-vis de la France.
En France, pendant les 10 premières années, effectivement, vous pouvez, les 10 premières années et même après, vous pouvez arrêter de payer des impôts donc à la source. Je mets ça en parenthèse parce qu'effectivement, c'est soumis à la décision finale du Conseil d'État. Mais normalement, le système, la convention fiscale entre la France et Israël permet d'être imposé dans le pays de résidence fiscale. Donc, vous devez, a priori, arrêter d'être prélevé à la source en France et vous devez donc déclarer ou non, ça dépend si vous êtes pendant les 10 ans ou après les 10 ans, vos revenus de retraite en Israël. Pour pouvoir bénéficier de ce non-prélèvement à la source, souvent, ce qui va être recommandé, c'est d'obtenir un certificat de résidence fiscale délivré par les autorités fiscales israéliennes, adressé à la France. Donc, c'est un certificat officiel tamponné par l'administration israélienne qui va être en anglais et que vous allez pouvoir produire sur demande à votre organisme de retraite pour lui prouver que vous n'êtes plus résident fiscal français et donc ça vous permettra d'éviter d'être prélevé à la source. Ça, c'est pendant les 10 ans. Après les 10 ans, j'ai l'habitude d'employer toujours cette expression, c'est que le voile se lève, c'est-à-dire que pendant 10 ans, Israël sont complètement, entre guillemets, aveugles. Ils ne voient pas ce qui va se passer à l'étranger. Et une fois les 10 ans terminés, la base d'imposition en Israël, elle est mondiale, elle n'est plus territoriale. Ce qui veut dire qu'une personne qui termine ses 10 ans est imposée sur l'ensemble de ses revenus, peu importe le lieu de production de ses revenus. Donc, après les 10 ans, l'ensemble des revenus, même passifs, deviennent imposables selon le système israélien. Et ce, peu importe si jamais vous avez encaissé sur un compte bancaire en France ou en Israël, ou un Revolut, ou un Wise, peu importe où vous encaissez votre retraite, vous êtes obligé de la déclarer en Israël. Alors, je précise toutefois que dès que les 10 ans se terminent, il faut faire une différence, une vérification primordiale, c'est de vérifier si votre retraite provient de la fonction publique, donc si vous étiez fonctionnaire, ou bien si elle provient de la fonction privée. Si c'est une retraite de la fonction publique, conformément à la convention fiscale entre la France et Israël de non-double imposition, une retraite provenant de la fonction publique restera à vie imposable en France. Et ce, même pendant les 10 ans. Donc, toutes les personnes qui perçoivent une retraite de la fonction publique continuent à payer à vie en France. Pour la retraite de la fonction privée, pendant les 10 premières années, vous ne payez pas. Après les 10 ans, vous devenez imposable sur vos revenus en tant que retraite. Donc, après les 10 ans, vous avez une obligation déclarative sur vos revenus, sur votre retraite, et ce, peu importe le montant de la retraite. On va voir après quel est le taux d'imposition sur cette retraite, mais il faut bien comprendre que l'obligation déclarative, elle est appliquée à tout le monde. Et peu importe le montant de votre retraite, que ce soit 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, peu importe combien vous gagnez, vous êtes obligé de déclarer une fois vos 10 ans terminés. Alors, on a l'habitude de dire 10 ans. Je précise que pour toutes les personnes qui sont arrivées en Israël avant 2007, l'avantage pour les Hadash avant 2007, c'était 5 ans. Ce n'était pas 10 ans. 10 ans, ça a été voté en 2008, rétroactif au 1er janvier 2007. Donc, toutes les personnes qui ont fait leur allié avant 2007 doivent déclarer depuis la fin de leurs 5 années d'allié. Et après 2007, vous êtes imposable et vous devez déclarer après 10 ans. Maintenant, une fois que vous êtes donc rentré sous le schéma, sous le système israélien, vous avez le choix entre 2 régimes d'imposition. C'est-à-dire que le revenu de votre retraite peut être traité de 2 manières différentes. La première manière, c'est le système d'imposition selon les normes, les règles israéliennes. C'est-à-dire qu'on va prendre les taux, les tranches d'imposition disponibles en Israël, les tranches d'imposition sur l'impôt sur le revenu. Ce sont des tranches par palier, comme en France. Et votre retraite va être imposée selon le barème israélien. La précision, c'est qu'une retraite de source étrangère donne droit à un abattement de 35% du montant de la retraite. Pour prendre un exemple concret, si vous avez une retraite de 1 000 € par mois, vous avez un abattement de 350 € tous les mois qui sera donc non imposable, non soumis à l'impôt. Et ensuite, les 65% restants vont être imposés selon les barèmes et selon les tranches d'imposition en Israël. La deuxième option, c'est de prendre
le montant de votre retraite, de faire une vérification sur le montant d'impôt que vous auriez dû payer en France sur ce revenu, en admettant que ce revenu soit votre seule source de revenus dans l'année. Tout de suite, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Et on va pouvoir plafonner en Israël au taux qui aurait été appliqué en France sur votre retraite. Donc, on va rentrer maintenant dans un exemple. Imaginons que vous avez une retraite de 2 000 € par mois et que vous avez également un loyer de 15 000 shekels par mois. En Israël, vous allez donc avoir deux options pour déclarer vos 2 000 € de retraite. Vous allez avoir soit une option qui va consister à dire « j'ai 2 000 € par mois, je vais donc multiplier ça par le nombre d'une année complète, ça va faire 24 000 €. Sur les 24 000 €, je vais enlever 35%, c'est-à-dire que je vais enlever 8 400 €. Et donc, il va me rester 15 600 € qui vont être imposables selon les tranches d'imposition du barème israélien. Donc, en admettant que l'euro il soit à peu près à 4, ça va nous donner un revenu imposable dans notre exemple de 62 400 shekels. Et ce revenu va donc être imposé selon les tranches d'imposition israéliennes. À ce revenu, on va donc rajouter vos revenus, vos autres revenus israéliens. Donc, par exemple, votre loyer, puis si vous êtes salarié ou si vous avez d'autres revenus en Israël, ça va venir se rajouter. Donc ça, c'est la première option. Il faut savoir que grâce au système de crédit d'impôt en Israël, jusqu'à 80 000 shekels de revenus imposables par an, on ne paye pas d'impôt du tout. On paye zéro parce qu'il y a un système de crédit d'impôt qui est accordé pour un résident fiscal qui permet de couvrir les 80 000 premiers shekels. Ils ne sont pas imposables, c'est-à-dire qu'on reçoit suffisamment de crédit d'impôt pour ne pas se faire imposer sur les 80 000 premiers shekels. Donc, pour reprendre notre exemple, si vous avez une retraite de 2 000 € par mois et que vous choisissez le système d'imposition à l'israélienne, vous avez donc un revenu imposable israélien de 62 000 shekels. Je sors le loyer pour l'exemple. Imaginons que ce soit votre seul revenu. Vous avez donc 62 000 shekels. 62 000, c'est inférieur à 80 000. Et par conséquent, votre retraite de 24 000 € annuels, elle n'est pas imposable. Vous êtes obligé de la déclarer, mais vous n'allez pas payer d'impôt là-dessus. La deuxième option consiste donc à dire, on fait une simulation selon les tranches d'imposition françaises sur une retraite de 24 000 € annuels, quel aurait été l'impôt que cette personne aurait dû payer en France. Si on obtient, par exemple, 1 500 € d'impôt dans l'année, eh bien, en Israël, on aurait pu plafonner le montant de l'impôt israélien au montant que la personne aurait dû payer en France. Je précise bien que ce montant doit tout de même être payé en Israël. D'accord ? On se sert juste des barèmes d'imposition ou du système d'imposition français sur ce même type de revenus. Je précise également que dans ce schéma-là, la simulation que l'on va faire vis-à-vis des tranches françaises ne prend en compte que le montant, la source de revenus de la retraite. Si vous avez d'autres revenus, des produits financiers, des loyers, etc., vous n'avez pas besoin dans votre simulation de vérifier quelle aurait été l'imposition globale en France sur l'ensemble des revenus. Non, on va uniquement se focaliser sur le montant de la retraite. Je précise parce que parfois, ce n'est pas ce que je vois dans certains dossiers de mes confrères, et je précise, c'est important. Pour pouvoir utiliser donc, ce plafonnement à la française, il suffit de joindre une attestation d'un expert comptable français qui va attester que, selon ces vérifications, le montant d'impôt qui aurait dû être payé en France aurait été de X, donc dans notre exemple, 1 500 €. Une autre précision très importante sur le système israélien de déclaration, c'est que le système israélien, il n'est pas équivalent au système français. En Israël, il n'y a pas de notion de foyer fiscal et de part. En Israël, chaque entité, donc chaque personne du couple, du foyer fiscal, a une colonne séparée au niveau de ses revenus. C'est-à-dire que si monsieur a une retraite de 2 000 € par mois et madame, elle va gagner 4 000 € par mois, eh bien, on va faire les calculs sur 2 000 € par mois pour monsieur et on va choisir les tranches d'imposition et le système préférentiel pour monsieur. Et pour madame, on va faire exactement le même calcul, mais un calcul qui est donc séparé et totalement dissocié des revenus du conjoint. C'est très important parce que parfois, vous avez des retraites
qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction du profil professionnel des couples. Souvent, on voit une grosse variation. Et ça, c'est important de comprendre que les 80 000 shekels dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc le seuil à partir duquel on commence seulement à payer des impôts en Israël, c'est 80 000 shekels par personne du foyer fiscal. Ce qui veut dire que si vous avez monsieur qui a une retraite de 2 000 euros selon les calculs qu'on a vus, il n'est pas censé payer d'impôts parce qu'il est à 62 000 shekels imposables, et madame a une retraite de 4 000 euros, donc on va refaire le même schéma. 4 000, ça fait 48 000. 48 000, on enlève 35%, ça fait qu'on retire 16 800. Sur le montant imposable, il va rester 31 200 euros. Ce montant-là, on va le multiplier par 4 pour le mettre en shekels. Et on a donc une retraite imposable pour madame de, à peu près, j'arrondis, 125 000 shekels. Et par conséquent, madame va être imposée selon les tranches d'imposition israéliennes pour un revenu imposable de 125 000 shekels. Monsieur va être imposé selon les tranches d'imposition israéliennes à hauteur de 62 000 shekels. Pour lui, on a compris, il ne payera pas d'impôt parce qu'il est en dessous de 80 000. Pour madame, sur 125 000 shekels, je peux vous dire que l'imposition, ça va être de l'ordre d'à peu près 4 000 shekels, à peu près 1 000 euros. D'accord ? Donc, on voit que sur une retraite de 4 000 euros par mois, une dame va payer l'équivalent d'à peu près 1 000 euros dans l'année. Donc, c'est nettement, le système israélien est largement préférentiel par rapport au système français si ce sont les seuls revenus. Si par contre en Israël, vous avez d'autres types de revenus, des revenus financiers, des revenus locatifs, etc., ça vaut le coup de vérifier si jamais on ne peut pas caper au taux français. Et enfin, c'est une question qui revient également assez souvent, c'est que la retraite, généralement, c'est donc un paiement que l'on perçoit tous les mois. Par conséquent, il y a des variations sur le taux de change, puis on le voit surtout en ce moment en Israël, hein, l'euro il fait un peu le yo-yo en ce moment. Donc, quel est le taux que l'on va prendre, le taux appliqué pour calculer en shekels les revenus en tant que retraite? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'instruction officielle au niveau de l'État. La pratique qui est communément appliquée par les experts comptables en Israël, c'est qu'on a le choix, soit on va prendre le taux moyen annuel qui est publié par la Banque d'Israël, et on va donc prendre en compte l'ensemble des revenus qu'on va lisser sur l'année et qu'on va appliquer avec ce taux moyen, soit on va prendre le taux moyen mensuel qui lui est également appliqué par la Banque d'Israël. On peut choisir chaque année quel est le taux que l'on décide de prendre. Et je précise également que d'année en année, on peut choisir d'utiliser l'un des deux régimes d'imposition. En 2022, vous pouvez choisir de vous faire imposer sur le système israélien parce que vous n'avez pas eu de revenu imposable cette année-là, ou bien que vous aviez eu des pertes financières et donc votre assiette imposable elle était relativement faible. Et l'année 2023, vous avez explosé sur les revenus locatifs, vous avez explosé sur les revenus financiers, donc votre assiette imposable israélienne elle est importante. À ce moment-là, on peut choisir en 2023 d'aller caper et d'aller plafonner selon le système français. Voilà pour ma part, c'est un périmètre assez large qui couvre normalement l'ensemble du sujet. Il y a une question qui revient souvent, c'est si jamais j'ai terminé ma ALIA depuis 3-4 ans et j'ai jamais déclaré la retraite, combien d'années en arrière est-ce que je suis censé déclarer? Selon le système israélien, on remonte sur 6 années, les 6 dernières années, pour éviter les poursuites au civil. À partir du moment où vous déclarez, vous êtes en mesure de prouver la bonne foi et donc vous n'êtes a priori pas poursuivi d'un point de vue pénal. Donc, au civil, on va remonter sur un maximum de 6 années en arrière. Si vous avez fini vos 10 ans depuis 4 ans, on va remonter sur les 4 dernières années. Si vous avez fini vos 10 ans depuis 8 ans, à ce moment-là, on va déclarer les 6 dernières années. Et je reviens là-dessus, mais c'est important, même s'il n'y a pas d'impôt à payer parce que le système israélien était préférentiel pour vous et qu'on arrive en dessous du 80 000 shekels annuel, même s'il n'y a pas d'impôt, l'obligation déclarative reste présente. Parfois, les banques, pour pouvoir faire accepter vos virements de retraite, vont demander une preuve comme quoi vos revenus sont bien déclarés. Et à ce moment-là, il faut être en mesure de produire l'avis d'imposition israélien qui est généralement disponible à partir du mois d'avril-mai l'année suivante. Voilà pour ma part. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Alors, je vais compléter parce que j'ai eu un petit souci technique. Quelques aspects par rapport à ce que tu as dit, parce que c'était
conforme à ce qu'on voit, mais je vais rajouter des éléments pratiques. Quand on a une retraite publique, côté français, on n'est plus soumis à l'impôt sur le revenu de la même manière que lorsqu'on était résident. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui est automatique, qui est un mécanisme de retenue à la source. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale va prélever des sommes de manière souvent un peu supérieure à ce que vous aviez l'habitude de payer lorsque vous étiez résident fiscal ou fiscaux français, parce qu'un non-résident ne tient jamais compte du foyer fiscal, on tient compte d'un pourcentage d'imposition. Donc, et surtout, un non-résident ne peut bénéficier de déduction et de réduction d'impôts. Donc, mécaniquement, nous, on explique à nos clients que lorsqu'ils sont retraités avec des retraites publiques, alors on le voit également sur les personnes avec des revenus fonciers, hein, mais lorsqu'on n'a que de la retraite privée, on va passer à zéro. Lorsqu'on a de la retraite publique, on peut classiquement arriver à une augmentation de l'impôt parce qu'on avait l'habitude d'imputer des dons, d'imputer un salarié à domicile ou des enfants à charge, et que lorsqu'on est non-résident, ça ne fonctionne plus. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, les conventions signées par la France et Israël sont plutôt des conventions type OCDE. Donc, on a toujours cette mécanique qui fait que les retraites privées ne sont imposables que dans l'état de résidence. Alors, sauf la jurisprudence dont j'ai parlé, puis après tu as repris, donc je ne reviendrai pas dessus. Sachant qu'on attend quand même une décision du Conseil d'État et que cette décision est extrêmement importante parce qu'elle n'est pas uniquement liée au régime entre la France et Israël, mais cette mécanique, on la retrouve notamment dans la convention entre la France et la Chine, donc ça a des incidences nettement plus importantes que les quelques dizaines de milliers de personnes qui sont concernées entre la France et Israël. Donc ça, c'était sur le mécanisme des retraites publiques. Autre chose, lorsque effectivement on part, aujourd'hui en France, on a le prélèvement à la source. Donc quand j'explique à mes clients, et on en a qui partent cette semaine vers Israël, vous avez beau partir le 2 août, le 5 août, rien ne va se passer côté français. Rien ne va se passer côté français parce que les caisses de retraite sont comme des employeurs. Et donc, l'employeur, c'est lui qui prend la décision de considérer que vous êtes résident ou non résident. Alors, c'est toute la problématique des caisses de retraite. Et nous, depuis 2019, on a challengé un certain nombre de caisses de retraite. On a certaines qui comprennent toujours rien. Donc, c'est souvent, on demande effectivement une attestation de résidence fiscale israélienne, sauf que lorsqu'on arrive au mois d'août, l'État d'Israël, il va donner une attestation, Nathaniel, tu pourras confirmer, en 2024, dans le meilleur des cas. En septembre. Voilà. En septembre 24. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, on atteste pour nos clients, on donne un certain nombre d'éléments qui permettent, suite à des échanges, de gérer quasiment toutes les caisses de retraite. Si vraiment on a des difficultés, lorsque l'attestation de résidence fiscale israélienne arrivera, on l'utilisera. Alors nous, on est très preneurs de ce document parce qu'on l'utilise pour les retraites, mais on l'utilise pour les contrats d'assurance vie. Lorsqu'on veut fermer un contrat d'assurance vie, en France, on a un truc hyper marrant, c'est un formulaire 5000. Le CERFA. Voilà, le CERFA 5000. Alors, vous avez plusieurs 5000 où l'administration vous dit vous faites tamponner par le fisc étranger et puis ça permettra vis-à-vis des intérêts, vis-à-vis du contrat d'assurance vie de ne pas avoir d'imposition. Sauf que par expérience, et il n'y a pas uniquement en Israël, quand vous allez voir n'importe quel fonctionnaire et vous lui présentez un CERFA français avec République française, il vous dit mais moi je ne signe pas un truc comme ça. Et moi, je ne connais pas de pays dans le monde où ils acceptent de signer. Hein. Pour Israël, ils ont une version qui est en anglais et qui est une version entre guillemets internationale sans le logo République française. Et celui-là, on arrive à le faire signer. C'est parfois un petit peu compliqué. On en a souvent besoin, comme tu le dis, sur tout ce qui est intérêt, assurance vie, dividende. Souvent, il y a pour avoir le PFU à 12,8 et ne pas avoir la CSG-CRDS sur les dividendes, effectivement, on a besoin de produire ce CERFA. Parfois, on arrive juste avec une attestation de résidence. Alors, moi, mon conseil, c'est de dire mieux que ce CERFA, c'est l'attestation de résidence. Parce que vis-à-vis d'une compagnie d'assurance, vis-à-vis du fisc,
Il n'y aura jamais mieux. Aller chercher, aller tamponner un formulaire 5000, pour moi, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir constamment son certificat de résidence, le demander tous les ans et qu'on puisse nous l'utiliser. Donc, je reprends, ça c'est de manière générale, c'est important d'avoir un certificat de résidence fiscale. Donc, demandez-le en Israël par l'intermédiaire de votre expert comptable. Ils savent très bien comment l'obtenir, même si vous êtes en régime Oleradash et que vous ne connaissez même pas le centre des impôts dont vous dépendez. Nathaniel, il vous trouvera ça très très bien. Je vais juste vous montrer, puisque j'ai trouvé un exemple sur le net, je vais vous partager l'écran, à quoi ressemble un certificat de résidence. Voilà, vous voyez tous? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Parfait. C'est donc un certificat officiel avec ici, vous avez le logo, vous avez le certificat of fiscal residence. C'est ici émis par le bureau duquel vous dépendez, donc ça peut être Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, enfin Petah Tikva, etc. Ici, l'entité israélienne, le gouvernement israélien certifie que le nom de la personne avec son numéro d'identité en Israël est bien résident fiscal en Israël pour l'année ou les années qui vont être indiquées ici et qui vont être en accord avec la Convention d'Israël, la Convention de non-double imposition entre Israël et, alors là c'est la Grèce dans l'exemple que j'ai trouvé sur Internet, mais pour nous ça va être pour la France. Et également, vous voyez la petite case ici qui est très importante, Georges, c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas si tu as pu écouter tout à l'heure, c'est que la dernière case ici, c'est que le contribuable dépose régulièrement, comme il est demandé, ses revenus, il déclare ses revenus auprès des autorités fiscales israéliennes. Et le fait d'avoir cette case-là qui est cochée va permettre de justifier à la France que la personne s'acquitte d'une déclaration fiscale tous les ans, c'est tamponné, daté et signé par l'administration fiscale israélienne. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est le document essentiel pour nous. Alors, je reviens sur le passage, effectivement, de la résidence fiscale française à la résidence fiscale israélienne, où la France, la caisse de retraite, ou les caisses de retraite du foyer fiscal vont petit à petit, suite à des courriers recommandés avec des justificatifs, vont dire, effectivement, on vous passe en résident fiscaux étrangers, et donc on stoppe le prélèvement à la source. À partir du moment où toutes les caisses, et je dis bien toutes les caisses auront acquiescé, alors soit pour l'épouse, soit pour l'époux, l'administration fiscale française remboursera le trop perçu. Alors, le remboursement du trop perçu ne se fait jamais sur la déclaration d'impôt. Nous, on le demande constamment. Et puis, au mois de juillet, là, cette année, on a eu petit à petit les centres des impôts qui nous ont dit non, on ne peut pas le faire sur l'avis d'imposition. Renouvelez votre demande lorsque vous avez l'avis d'imposition. Donc, on se fait facilement avoir. C'est plutôt technique d'aller repérer quelles sont les vraies sommes. Il faut aller les analyser sur impôt.gouv, comparer avec les infos des caisses de retraite et pouvoir les isoler et ne pas confondre avec les charges sociales. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis, le troisième point que je voulais rajouter, en France, et mes clients, quelle que soit leur destination, sont toujours très peu preneurs de la sécurité sociale française. En pratique, lorsque vos caisses de retraite vont vous passer en qualité de non-résident, à un moment, vous avez l'assurance maladie qui va vous écrire pour vous demander de répondre à un formulaire un peu ubuesque parce qu'il vous demande de cocher des cases par rapport à des impositions. Et à partir du moment où vous aurez bien rempli et répondu aux questions, et si vous avez au moins souscrit en France et bénéficié, payé vos charges pendant au moins 15 ans en France, vous aurez le droit à bénéficier de la sécurité sociale française, même en qualité de Français résidant à l'étranger. Alors, c'est une exception parce que jusqu'en 2019, ce n'était pas possible et surtout que c'était un indice de requalification de la résidence fiscale. Aujourd'hui, une nouvelle caisse a été créée. C'est la caisse des Français demeurant à l'étranger et vous allez pouvoir obtenir les remboursements quasiment de tous vos frais médicaux lorsque vous serez en France.